Alors, ce n'est pas un sujet vraiment nouveau, l'intelligence artificielle, mais vous aurez peut-être remarqué, comme moi, que l'on entend de plus en plus parler de projets qui sont censés intégrer des algorithmes d'intelligence artificielle. Et je dis censé parce qu'en réalité, on a souvent l'impression que c'est plus une dimension marketing que technique, en tout cas parfois. Et j'ai souhaité faire le point sur ce sujet afin de mieux comprendre qui faisait réellement de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Alors pour cela, j'ai fait appel à David Sadek. David Sadek qui est docteur en informatique, spécialisé dans le domaine de l'intelligence artificielle et dans les sciences cognitives. Il a dirigé le laboratoire d'Orange sur ce sujet. Il a été directeur de l'Institut Mines-Télécom. Il est actuellement vice-président recherche et innovation chez Thales. Et puis, comme quand il s'agit d'intelligence artificielle, on parle également d'éthique et de droit, et notamment de responsabilité. J'ai fait appel à Nathalie Neveujean, qui est maître de conférence à l'Université d'Artois et également membre du comité d'éthique du CNRS. Nous terminerons ce tour de table avec un sujet qui vous intéresse également, qui est celui de la création artistique réalisée par les intelligences artificielles et plus globalement par la protection des techniques d'intelligence artificielle. Voilà, c'est un lourd programme, donc je vais vous donner rapidement la parole, David, pour que vous nous fassiez un point sur ce qu'est réellement aujourd'hui l'intelligence artificielle. Bonjour à tous et merci pour cette invitation. J'ai plaisir à être là et à débattre avec vous là-dessus aujourd'hui. Ce qu'est l'intelligence artificielle, déjà c'est un gros buzz, si j'ose dire. Mais je pense que ce n'est pas juste le buzz du moment. Ça va se poursuivre, je pense, un petit moment. L'intelligence artificielle, c'est le fait de faire à une machine, faire adopter à une machine des comportements qualifiés d'intelligents, donc des comportements qui sont en général plutôt propres à l'humain et qui reflètent une certaine forme de l'intelligence de l'humain, allant de la capacité à percevoir jusqu'à l'action, donc en passant par la compréhension du langage, l'interprétation, l'apprentissage évidemment, le raisonnement, la planification, et puis comme je disais, la décision et jusqu'à l'action. Donc c'est vraiment reproduire, le fait de reproduire par un système artificiel des aptitudes qu'on qualifie d'intelligence ou d'intelligente donc pour un humain. Alors, ce qui a fait beaucoup parler et ce qui a mis, ou je dirais, ou remis l'intelligence artificielle sous les feux de la rampe depuis quelques années maintenant, c'est un certain volet de l'intelligence artificielle qu'on appelle le machine learning ou l'apprentissage, et en particulier en fait un sous-domaine du domaine de l'apprentissage qui s'appelle le deep learning, donc l'apprentissage profond. Et en fait, ce qui a permis cette réémergence de ces technologies-là, c'est la puissance des machines qui s'est démultipliée depuis quelques années, et puis la disponibilité des grandes masses de données. Donc ça a fait que des algorithmes qui existaient déjà, donc des approches, des méthodes et ce qu'on appelle des algorithmes, donc des descriptions formelles de programmes qui existaient déjà au début des années 90 et dont les résultats ne pouvaient pas être aussi probants qu'ils l'ont été ces dernières années, donc sont devenus tout à fait capables à même de passer à l'échelle grâce aux capacités de calcul des ordinateurs et aux grandes masses de données disponibles. Donc, mais en gros, c'est les mêmes types, les mêmes catégories de résultats scientifiques qui existaient déjà il y a à peu près 25 ans aujourd'hui. Maintenant, il faut juste qu'on fasse attention en fait à ce qui est éclairé aujourd'hui et qu'on appelle justement, que les gens appellent intelligence artificielle, donc cette capacité d'apprendre par une machine, ne masque pas d'autres pans de l'IA, donc de l'intelligence artificielle, qui ne sont pas des approches, elles, qui sont basées sur l'utilisation
des données, donc de faire de la statistique grosso modo sur les données. Donc je simplifie un peu les approches, mais en gros c'est de la statistique sur des données, que ça ne masque pas d'autres approches de l'IA qu'on appelle de l'intelligence artificielle symbolique, où là on cherche en fait à expliciter, à identifier des invariants du comportement intelligent. En gros, on essaye de dire qu'est-ce que ça veut dire un comportement rationnel, qu'est-ce que ça veut dire la coopération, qu'est-ce que c'est qu'un raisonnement, comment ça se formalise et comment ça s'automatise. Et là, il y a toute une communauté en fait qui travaille depuis le début d'ailleurs de l'IA, qui a été, enfin, les débuts de l'IA, c'est milieu des années 1950, donc c'était en 56 plus précisément, où là il y a eu donc tout un mouvement sur ces approches-là, sur les approches dites de l'IA symbolique, et dont aujourd'hui on ne parle pas beaucoup de ça, mais je vais revenir un peu là-dessus après, parce que par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui, donc les choses qui font réellement le buzz, telles que la reconnaissance d'image, la reconnaissance de visage, et en gros la reconnaissance de forme, qu'elle soit visuelle, sonore, d'écriture, etc., eh bien, la question se pose si ces technologies-là préfigurent réellement des formes d'intelligence un peu plus avancées, donc qui sont réellement le reflet d'une intelligence cognitive, telle que la capacité justement à conduire des raisonnements un peu évolués, la capacité à conduire un dialogue naturel humain-machine, ou d'expliquer ses propres comportements. Mais je pense qu'il est prévu au moins, je pourrais revenir de ça un petit peu après dans la discussion. Oui, enfin, je vous laisse libre de suivre votre fil, hein. En fait, il y a deux sujets que je voudrais aborder. Il y a celui de la pertinence de l'intelligence artificielle et puis l'acceptation qu'on a aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Je vous donne juste un exemple. J'étais à une conférence la semaine dernière sur le sujet. Pendant une demi-journée, on n'a parlé que de réseaux de neurones. On n'a absolument pas parlé d'autre chose. Donc, il y a peut-être actuellement une intelligence artificielle qui est, enfin, un secteur de l'intelligence artificielle qui est autre que le réseau de neurones ou le deep learning. Mais pour moi, aujourd'hui, quand j'en entends parler, c'est de l'apprentissage et du réseau de neurones. Donc, quelle est la place finalement de cette autre part de l'intelligence artificielle? Et je pense à un lien que vous allez faire sur la question de la pertinence qui moi, me pose énormément de questions quand on entend des créateurs de start-up qui nous parlent de leurs algorithmes et de l'efficacité de leurs algorithmes. Bien sûr, en fait, ce que vous dites là prolonge un peu l'introduction que j'ai faite, c'est que je disais que l'IA, c'est pas seulement en fait ces approches-là par traitement de données, par traitement statistique des données, même si c'est ça qui a fait le buzz, et même si ces résultats aujourd'hui sont sur les domaines applicatifs qu'ils abordent sont absolument remarquables. Je veux dire, aujourd'hui, des systèmes de reconnaissance d'image font moins d'erreurs que ce que fait un humain. Donc les systèmes de reconnaissance d'image font moins de 5% d'erreurs. En gros, les systèmes automatiques, un humain, il fait plus de 5% d'erreurs dans la reconnaissance d'image. Alors, et effectivement, ce qui a fait sortir un peu l'IA de son hiver, on a beaucoup parlé des AI Winters, donc les hivers de l'IA, c'est précisément ces approches-là par réseau de neurones qui font de l'apprentissage pour arriver à reconnaître des formes qu'elles n'ont jamais vues auparavant. Donc on montre en fait des exemples, on les fait apprendre sur des exemples, et puis après lorsqu'on montre en fait une forme qui n'a jamais été vue, le système est capable de dire ben voilà à quel groupe de choses, si c'est un chat, si c'est autre, si c'est un chien, etc., ou une autre forme, donc à quelle forme appartient en fait ce nouvel exemple qui est montré. Alors le point est que, comme je le disais, les technologies qui performent, comme on dit en anglais aujourd'hui, sont principalement sur des applications de ce type-là, c'est-à-dire la capacité à reconnaître soit des formes visuelles, soit des formes sonores, de la reconnaissance de la parole, la reconnaissance de son, la reconnaissance d'écriture, ou qui sont sur des applications très spécifiques, comme le domaine des jeux, par exemple, où on a vu
des systèmes automatiques battre le champion du monde de Go, mais il faut se souvenir quand même qu'il y a plus de 20 ans de ça que Deep Blue d'IBM battait déjà Kasparov au jeu d'échecs. Il y a eu aussi donc le Libratus l'année dernière qui a battu l'équipe championne du monde du poker, donc qui vous a beaucoup fait parler. Mais on est sur des applications très spécifiques. Ça veut dire que ces systèmes ne savent pas faire autre chose que ça. Donc non pas une sorte d'arrière-plan de sens commun qui peut caractériser une intelligence artificielle un peu plus, sans qu'elle soit générale, mais en tous les cas plus diversifiée que le fait d'être spécialisée sur des raies du spectre qui sont très étroites. La question que je posais en introduction et que vous avez prolongée, c'est que est-ce que ces technologies-là, qui font parler d'elles beaucoup aujourd'hui, sont des technologies qui indiquent une trajectoire vertueuse pour aller vers ce qu'on peut avoir dans l'inconscient collectif lorsqu'on pense intelligence artificielle, c'est-à-dire des assistants virtuels avec lesquels on est en mesure d'interagir de façon intuitive, de dialoguer de manière naturelle, des systèmes qui sont capables de raisonner, des systèmes qui sont capables d'expliquer leur comportement, etc. Est-ce qu'il y a un continuum entre ce qu'on sait faire aujourd'hui et ce genre de choses, ou est-ce qu'il y a un plafond de verre? Je pense qu'il faut rester modeste et lucide en disant que il y a peut-être pas, enfin, la continuité n'est peut-être pas si évidente que ça. Et en particulier avec les approches que vous évoquiez, donc les approches statistiques, les approches réseau de neurones, etc., où là, il faudra probablement faire appel justement à cet autre domaine de l'IA qu'on appelle de l'IA symbolique, où là, on essaye plutôt de ne pas faire seulement ce que j'appelle des technologies des sens, c'est-à-dire les technologies de la perception des sens, donc des sens visuels, sonores, etc., où on essaie d'élaborer en fait des technologies du sens. Donc on essaie de passer justement le cap de la compréhension de ce qu'on manipule, parce que quand vous prenez un système qui fait de la reconnaissance d'images aujourd'hui, il n'a strictement aucune idée de ce qu'il reconnaît. Je veux dire, même si vous lui montrez des millions d'images de chats, il sait reconnaître un chat, mais il ne sait pas pour autant ce que c'est qu'un chat. Et d'ailleurs, le problème qui se pose, parce que vous parliez de la question de la pertinence, c'est celui de l'observabilité de ces systèmes, dans le sens où les systèmes à base de réseaux de neurones aujourd'hui sont en général des boîtes noires dont on ne peut pas réellement expliquer le comportement. C'est-à-dire qu'on sait comment il fonctionne parce qu'on a mis en place les bases mathématiques, etc., qui font que ça marche, mais on ne sait pas pourquoi, à un moment ou à un autre, ils prennent telle ou telle décision. C'est-à-dire que lorsqu'ils font de la classification, justement, de données, eh ben, ils ne procèdent pas de la même manière qu'un humain procède. Donc si on dit à un humain qui voit une image de chat, on lui dit « mais pourquoi ça c'est un chat ?» Ben, il va dire « parce qu'il y a des moustaches, parce qu'il y a des oreilles, des yeux, etc. » Il va essayer de décrire un peu une image de chat. Alors qu'un système à base de réseaux de neurones aujourd'hui, y compris ceux qui font du deep learning, cet apprentissage profond, ils font une catégorisation, en fait, une classification de la manière dont ils reconnaissent des images qui ne correspond pas en fait à des concepts intelligibles par l'humain. C'est-à-dire qu'ils vont prendre des pixels où quand l'humain voit ça, ben, il dit tiens, mais c'est marrant parce que ça ressemble à rien. C'est pas une moustache, c'est pas une oreille, c'est quelques pixels quelque part. Et d'ailleurs, ce qui les vulnérabilise d'une certaine façon, parce qu'on peut, quand on est un peu expert du domaine, on peut arriver à dévoyer des images pour tromper le système, lui faire reconnaître tout autre chose que ce qu'il est censé reconnaître, alors que le dévoiement qu'on a fait, donc le maquillage qu'on a fait sur une image, c'est des choses qui ne sont absolument pas perceptibles par le humain. Par exemple, si vous prenez, j'ai vu il y a quelques semaines, là, on voyait un système de reconnaissance de chiens chihuahua en Chine, où on maquille juste quelques pixels, donc l'humain continue à voir un chien lorsqu'on lui montre une photo de chien, et le système, il prenait ça pour un muffin. Donc en fait, bon, c'est... Parfois en Chine, dans l'assiette, ça peut se confondre, mais enfin, et encore ça, c'est pas, j'allais dire, c'est pas un cas critique. Maintenant, lorsque vous vous intéressez par exemple à des applications comme celle du véhicule autonome, et que vous prenez un panneau de stop et que vous le grattez très très légèrement au bon endroit, donc il faut savoir le faire,
et que vous le remontrez en fait à un système de reconnaissance d'image de ce type-là, eh ben, l'humain il continue à avoir un stop parce que c'est évident, il n'y a que ça, il y a juste une égratignure dessus, et le système de reconnaissance d'image, ben, il va dire, il reconnaît en fait un panneau de limitation de vitesse à 80 à l'heure, où là ça devient tout de suite beaucoup plus grave, beaucoup plus sérieux. Et du coup, ça me met, en fait, ça me fait la transition, mais on peut en reparler après, vers quelque chose que j'avais envie de souligner justement, où ce qui est important, et nous, par exemple, chez Thales, la vision qu'on a aujourd'hui et l'axe qu'on prend, c'est celui de l'intelligence artificielle de confiance. Donc, comment faire en sorte que les technologies d'IA qu'on met en place soient des technologies de confiance et que ce soit de la confiance prouvée, pas seulement de la confiance, j'allais dire, donnée délibérément. Parce que quand un Netflix vous recommande un film que vous n'aimez pas, eh ben, ce n'est pas dramatique, vous en prenez un autre, etc. Mais ça va pas, a priori, ça ne devrait pas changer le cours de votre vie. Maintenant, quand vous prenez un avion, sachant que deux avions sur 3 dans le monde décollent ou atterrissent avec des équipements Thales, par exemple, eh ben vous préférez que ces équipements ont été prouvés, si c'est des systèmes d'intelligence artificielle, ben, qui sont fiables, qu'on a démontré quand même que ces systèmes font ce qu'on attend d'eux, tout ce qu'on attend d'eux et rien que ce qu'on attend d'eux. Donc, je me tourne vers la juriste, donc on connaît bien ça dans la loi, on dit toute la vérité, enfin la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Donc ça, c'est une manière de prouver quand même que les comportements attendus sont conformes à des spécifications, à des attentes qu'on a lorsqu'on conçoit ce type de technologie. Enfin, néanmoins, aujourd'hui, on a quand même des logiciels outre la voiture autonome, mais je pense au logiciel de Northpoint, par exemple, sur l'estimation de la récidive aux USA, qui est quand même utilisé sur des choses à enjeu, qui sont a priori, je pense, basés sur des réseaux de neurones. Donc ce n'est que de la corrélation, finalement, que l'on utilise peut-être abusivement pour prendre un certain nombre de décisions. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire la bascule entre cet usage qui est peut-être l'usage d'une technologie relativement facile d'accès avec tous les dévoiements qu'il peut y avoir derrière une corrélation et une IA de confiance peut-être un peu plus difficile à acquérir? Vous avez tout à fait raison, et d'ailleurs on voit bien les écueils que ça a. Donc l'exemple que vous donnez en particulier là, dans le domaine pénitentiaire et juridique. Oui, il faut peut-être que je précise, oui, pour ceux qui ne connaissent pas l'usage. En fait, c'est un logiciel qui permet au juge d'estimer le risque de récidive d'un suspect ou d'un coupable éventuellement. Et donc, globalement, on estime qu'il est fiable à 60%, je crois, 61%, sachant qu'il a un biais, puisque voilà, il est fait sur des corrélations, je pense, d'analyse et de décision humaine, qui fait qu'il a beaucoup plus de chances d'estimer qu'un Afro-Américain va récidiver alors qu'il ne va pas le faire, qu'un Blanc qui va plus récidiver que le logiciel peut l'estimer. Absolument, mais je pense qu'il y a eu même d'autres exemples par le passé où on a vu des chatbots sur Internet devenir nazis, enfin tenir en tous les cas des propos tout à fait déviants. On a vu aussi des systèmes de surveillance vidéo qui étaient censés faire de la prévention de comportements criminels mis devant des bâtiments ou des immeubles et ils ne laissaient plus entrer aucune personne de couleur au bout de quelques jours. Donc tout ça, c'est quand même des choses qui posent question sur les mécanismes d'apprentissage et c'est surtout sur les données qui sont utilisées pour faire apprendre à ces systèmes-là un certain nombre de comportements. Et je pense que, vous voyez, là, vous avez dit, bon, c'est 60% de fiabilité du système. L'autre vision qu'on a aujourd'hui aussi à Thales, mais pas seulement, c'est un peu plus général, c'est que l'homme doit rester dans la boucle des décisions critiques, quelles qu'elles soient. Ça, c'est très important, je pense, aujourd'hui. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, c'est-à-dire le A d'artificiel, peut très bien signifier plutôt intelligence augmentée. Je veux dire, on essaye de faire en sorte que l'humain soit augmenté par certaines capacités d'intelligence pour le soutenir, l'aider dans sa prise de décision. Moi, mon point de vue est que l'intelligence artificielle de confiance est quelque chose qui est fondamental pour les systèmes critiques. Lorsqu'on n'est pas sur des applications critiques, il y a certains types d'erreurs, etc., qui sont acceptables. Encore que l'important, ce n'est pas seulement de voir
quel est le pourcentage d'erreur ou le pourcentage de fiabilité d'un système, mais de regarder aussi quel type d'erreur fait ce système-là. Donc, parce qu'il y a des erreurs qui ne sont pas acceptables. Que même quand un système les commet, on dit juste que ça peut faire froid dans le dos de voir certains types d'erreurs. Je veux dire, quand vous êtes dans un véhicule autonome, ce qui s'est passé récemment et qu'on voit effectivement qu'un véhicule confond un piéton avec certains disent avec un plastique, d'autres disent avec une canette de coca, etc. Ben on se dit, tiens, c'est quand même extraordinaire. Ah bon, ça peut arriver, ce genre de choses. Ou que la voiture de Tesla, il y a quelque temps, qui avait confondu aussi un camion avec un fond de ciel, etc. Donc c'est inquiétant. Quand bien même, le taux d'erreur est très bas. Donc le type d'erreur, la typologie d'erreur, peut en fait tout simplement faire que, peut poser problème à l'adoption de ce type de technologie. Donc je pense en tous les cas que pour l'intelligence artificielle de confiance, si vous voulez qu'on en parle tout de suite, on en revient après comme vous voulez, je pense qu'il y a, à mon sens, 3 critères qui me semblent importants. Le premier, c'est l'explicabilité. Je pense que c'est très important d'avoir affaire à des systèmes qui sont explicables, soit explicables a posteriori, c'est-à-dire au moins il faudrait qu'un expert humain ou un humain puisse être en mesure de dire pourquoi un système s'est comporté comme il s'est comporté ou pourquoi il a recommandé de prendre telle ou telle décision, et qu'on puisse le dire en des termes intelligibles par un humain. Donc, parce que expliquer, c'est pas tracer un calcul. Je dis souvent en anglais, il y a 2 termes. Il y a le terme to explain, il y a le terme to explicate, qui ne disent pas la même chose. En fait, to explain, c'est expliquer de façon didactique. To explicate, c'est vraiment retracer le fonctionnement ou une inférence ou en tous les cas, donner la trace d'un calcul qui a conduit à une décision. Et ce qu'on cherche à faire, c'est de rendre ces systèmes observables et explicables de manière intelligible à un interlocuteur humain adapté à une situation donnée. Parce qu'expliquer, il ne s'agit pas de dire, bah oui, le système, il a fait ça parce que le paramètre numéro temps a été au seuil de temps. Donc ça, ce n'est pas une explication, c'est pas une explication à un niveau justement intelligible par un humain. La capacité qu'on vise aujourd'hui va au-delà de ça, c'est que ces systèmes puissent s'auto-expliquer. C'est-à-dire que si vous avez un assistant virtuel qui est censé vous recommander certains comportements, ben vous devriez être en mesure de lui poser la question pourquoi je dois faire telle chose, et que l'assistant réponde ben, pour telle et telle raison, en des termes et avec des arguments qui sont intelligibles par un humain. Si vous parliez tout à l'heure de l'exemple que vous preniez, on le voit aussi dans d'autres cas d'application du genre attribution de prêts bancaires, etc., qui sont déjà mis en œuvre aujourd'hui. Si on vous refuse un prêt bancaire, si vous posez la question pourquoi, eh ben, vous attendiez à ce qu'on vous dise, ben voilà quelles sont les raisons, parce que vous êtes trop endetté, parce que votre salaire est ceci et cela, et pas parce que voilà, vous êtes un point dans un nuage qui est classé à tel endroit. Donc ça, ce n'est pas une explication. Et si vous voulez vraiment faire confiance à un assistant personnel qui est censé agir pour vous ou recommander des choses et qui ne sait pas répondre à des questions de type pourquoi et y répondre de manière contextualisée, je pense que on va très vite vers le rejet de ce type de technologie. Est-ce que c'est de la technologie qui est réellement démocratisable aujourd'hui? Parce qu'encore une fois, on n'entend parler que du deep learning ou du réseau de neurones sur ces applications et pas de telles technologies. Je pense que ce qu'on appelle aujourd'hui le XAI, justement l'explainable AI, donc il y a tout un mouvement aujourd'hui à la fois scientifique, technologique, etc., dans ce sens-là, y compris dans le monde anglo-saxon aussi. La DARPA a lancé un grand programme sur l'intelligence artificielle explicable. On se rend compte que dans beaucoup d'applications, et notamment lorsqu'elles deviennent critiques, je veux dire les applications médicales, lorsque vous avez un système qui vous recommande de prendre tel ou tel médicament, et que s'il ne sait pas vous dire pour quelle raison, c'est-à-dire il dit juste parce que j'ai raison, j'ai appris ça comme ça, et c'est ça que vous devez faire, et qu'il ne sait pas vous expliquer, c'est-à-dire assez rapidement, on va rejeter ce type de technologie. Donc on sent aujourd'hui la communauté. Il y a un mouvement un peu général, même s'il y a quand même une certaine forme je ne sais pas comment dire, il y en a qui disent mais non, mais on n'a pas besoin d'expliquer toutes les applications, etc. C'est vrai que dans certains cas, ce que je disais tout à l'heure, si Netflix vous recommande un film que vous n'aimez pas, si c'est pas répondre pourquoi il vous a recommandé ce film-là, c'est pas dramatique. Mais dans les applications qui ont des conséquences sur votre activité quotidienne, qui ont des conséquences sur
parfois sur votre vie, la moindre des choses est que le système, l'intelligence artificielle, puisse expliquer les raisons pour lesquelles elle vous recommande telle ou telle décision ou elle adopte tel ou tel comportement. Et ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, les approches justement à base de réseaux de neurones et stochastiques, les approches un peu de reconnaissance de forme, comme je disais tout à l'heure, elles sont conçues de telle manière à ce que en tirer des explications, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident du tout. Et c'est pour ça que nous, on recommande aujourd'hui à regarder aussi les autres pans de l'intelligence artificielle, et notamment d'ailleurs l'hybridation des deux approches, entre une approche qui, elle, utilise les données, donc comme les réseaux de neurones, donc qui se basent vraiment sur les données, et d'autres approches qui se basent sur la modélisation, la formalisation, etc., l'explicitation de principes de comportement intelligent qui, eux, sont par construction explicables puisqu'on les a explicités, en fait. Donc là, l'explicabilité des systèmes d'intelligence artificielle, pour moi, est le premier critère pour l'intelligence artificielle de confiance. Le deuxième critère, c'est la validation de ces systèmes. Donc la capacité à pouvoir démontrer formellement que les systèmes répondent à des spécifications, ce qui suppose d'ailleurs qu'il y a eu des spécifications, ce qui n'est pas toujours le cas. Je veux dire, quand on voit la prolifération d'applications dites justement à base de machine learning ou de deep learning, tout n'est pas spécifié, donc on construit, ça se fait un peu comme ça, on fait du test and learn, comme on dit. Mais lorsqu'on passe justement à des niveaux de système critique, il faut être en mesure de valider, de qualifier, de vérifier, voire de certifier dans un certain nombre de cas des applications d'IA quand vous êtes dans un domaine d'avionique, d'aérospatial, de transport quel qu'il soit, médical, où on prouve, comme je disais tout à l'heure, que les systèmes sont conformes à des spécifications, font ce qu'on attend d'eux, font tout ce qu'on attend d'eux et que ce qu'on attend d'eux. Ça veut dire qu'ils ne font pas de bêtises et ils ne font pas moins que ce qu'on attend d'eux aussi. Troisième critère, c'est celui, je dirais, ce que j'appelle le critère de responsabilité. On a commencé à l'évoquer tout à l'heure avec les données et le fait que des systèmes peuvent devenir déviants parce qu'ils ont appris sur la base de données qui étaient déséquilibrées, qui étaient biaisées. Quand vous prenez un corpus de données, quel qu'il soit, en général, un corpus de données contient des biais, de toute façon. Donc, il faut qu'il y ait un travail préalable de ce qu'on appelle de qualification des données et de rééquilibrage de ces données d'apprentissage, de telle manière à minimiser les biais, de telle manière à rendre ces corpus le moins discriminatoire possible, le plus neutre. Et en fait, tout ce que je dis là, c'est des vrais défis scientifiques et technologiques. En fait, ce n'est pas si évident que ça. Déjà, arriver à identifier qu'est-ce que c'est qu'un biais et qu'est-ce qu'on veut minimiser comme biais, ce n'est pas évident parce que ça dépend aussi des applications, etc. Et notamment lorsqu'on commence à s'intéresser à des systèmes qui continuent d'apprendre tout au long de leur vie, un des défis, c'est que les bonnes propriétés qu'on a validées sur le système lorsqu'on l'a mis en service, par exemple, au départ, que ces bonnes propriétés soient préservées avec les nouvelles données d'apprentissage. Ça veut dire qu'on ne régresse pas. Et ça, c'est pareil, c'est aussi un autre défi scientifique. Et enfin, quand on parle de responsabilité, c'est vraiment la conformité aussi à des lois, à des normes, à des standards, peut-être à des principes éthiques. Et nous, notre vision aussi, c'est que là, il faut qu'on travaille sur une sorte de responsabilité, comme on dit aujourd'hui, by design, parce que c'est le terme à la mode aussi, donc c'est par construction. Et là, il faut qu'on ait effectivement explicité ces principes de responsabilité, ces principes d'éthique, qu'est-ce qu'on veut mettre en place. Et par exemple, tout à l'heure, quand je parlais d'une approche hybride entre une approche un peu qui est dirigée par les données d'un côté et une autre qui est dirigée par des principes explicites. L'idée, c'est, dans le fait de combiner ces deux approches, c'est de faire en sorte que lorsqu'on a un système d'apprentissage, par apprentissage qui, lui, est non déterministe, on ne sait pas trop prévoir le comportement, on ne sait pas trop non plus expliquer le comportement, et c'est de l'encadrer justement par une intelligence artificielle plus symbolique, où on a des principes explicites, une sorte d'enveloppe pour ces systèmes-là, des enveloppes pour lesquelles on peut prouver justement les bons comportements. Donc c'est une sorte de garde-fou et une hybridation justement des deux approches
irait, à mon avis, sur cette voie-là qui nous semble tout à fait vertueuse, mais qui reste, encore une fois, un vrai défi encore scientifique et technologique. Je pense que tout le monde a en tête là, la voiture autonome. Du coup, ça veut dire que la voiture autonome, très probablement, au-delà de la question du réseau de neurones qui va lui permettre quand même d'apprendre certaines situations ou peut-être d'être capable de visualiser, entre guillemets, certaines situations, il faut une couche supplémentaire qui n'est pas encore... Absolument. Très approfondi, ou on en est où dans l'approfondissement? Absolument. Il y a des constructeurs aujourd'hui de véhicules autonomes qui disent d'ailleurs très explicitement qu'il faudrait une intelligence artificielle où les principes de comportement intelligent ont été explicités et sont clairement explicables au-delà des modèles par des données, parce qu'il faut utiliser chaque chose pour ce qu'elle sait faire. Je veux dire, lorsqu'on essaye de concevoir, par exemple, un assistant intelligent qui est capable de dialoguer avec un humain, comme je disais tout à l'heure, sur toute la partie traitement d'essence, donc ça veut dire reconnaissance de forme, donc reconnaissance de parole, d'image, etc. Les approches à base de statistiques sur les données sont très performantes. Donc évidemment, je veux dire, il faut qu'on continue d'utiliser ces approches-là. Je veux dire, moi le premier, en regardant mais effectivement ce qui se passe aujourd'hui dans ce domaine, force est de constater que de toute façon, c'est des résultats majeurs dans le domaine de l'intelligence artificielle sur certains types de sujets. Donc maintenant, lorsqu'on veut faire, je disais, construire un assistant personnel dans quelques domaines que ce soit, je veux dire, ça peut être un copilote virtuel, ça peut être un aide au diagnostic médical, tout ce que vous voulez, eh bien, utiliser des approches comme ça à base de réseaux de neurones pour faire de la perception, c'est ce qu'on sait le mieux faire aujourd'hui, et utiliser des approches qui, elles, sont plus adaptées à du raisonnement, du traitement sémantique, je m'excuse le terme un peu savant, disons traitement du sens des données et de l'information, du traitement de la connaissance, qui sont capables de modéliser des raisonnements, par exemple par analogie, etc. Utiliser des approches qui sont plus adaptées à ça, et la synergie ou la combinaison des deux est tout à fait vertueuse à mon sens. Oui. Merci beaucoup. Je trouve votre approche en tout cas très rassurante par rapport à tout ce que l'on peut entendre. Nathalie, je vais me tourner vers vous. Vous êtes à l'origine d'une lettre ouverte, je crois, qui date du début d'année, concernant une résolution du Parlement sur la personnalité juridique du robot. Alors, je dis du robot, on va dire du robot ou de l'intelligence artificielle, je crois que peu importe. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, et j'allais dire quelles sont vos craintes en la matière? J'ai pas eu le temps de poser la question à David, mais qu'est-ce qui a suscité cette lettre ouverte qui a été signée, je pense, par à peu près 250 sommités dans le domaine de l'intelligence artificielle et du droit? Alors, donc, cette lettre a été effectivement initiée dès le début de l'année 2018, puis envoyée aux personnalités de la Commission européenne. Alors, je vous explique un petit peu l'histoire. Donc, cette histoire remonte à la résolution européenne dont on vous parlait tout à l'heure. Vous n'avez pas eu l'air très intéressé, mais en réalité, elle est extrêmement intéressante et importante. Donc, c'est une résolution européenne sur les règles de droit civil en robotique. Donc, c'est son petit nom. C'est une résolution qui date de février 2017. Donc, elle est assez récente. Et pour le moment, donc, une résolution n'a pas de valeur juridique particulière. Sauf que ça n'a pas de valeur juridique, mais c'est une espèce de message qu'elle envoie à l'Europe. C'est un message qu'elle envoie également à la Commission, puisque dans la résolution, elle demande à la Commission européenne, donc qui va ensuite édifier des textes juridiques à valeur obligatoire pour nous. Donc elle demande à la Commission d'adopter une directive sur le sujet. Donc cette résolution qui n'a pas de valeur juridique, en réalité, aura un impact très fort, d'où la nécessité d'appréhender, de comprendre les enjeux directement dès cette résolution, afin de réussir à intervenir et à intercepter. Et justement, donc à la lecture de cette résolution de février 2017, nous avons un petit paragraphe, 59F exactement, qui vous dit la chose suivante, que pour les robots les plus évolués, enfin les plus sophistiqués, on envisage éventuellement de leur accorder la personnalité juridique, de sorte que l'on pourrait créer
ce que l'on appelle des personnes électroniques. Alors, bon, c'est des notions qui sont juridiques, a priori, ça n'intéresse personne, sauf que ça devrait tous vous concerner, parce que c'est extrêmement important pour plein de raisons, ça change de paradigme pour plein de raisons que je vais ici vous expliquer. Donc, la personnalité juridique, qu'est-ce que c'est? La personnalité juridique, c'est l'attribution de droits et d'obligations à une personne. Donc, par exemple, vous et moi, en tant que personne physique, on a des droits et des obligations qui sont liés à notre qualité de personne physique. Donc, le droit à la vie, le droit à l'intégrité, à la liberté, à ce qu'on vous respecte, le droit de faire ce que vous voulez, d'aller et venir, etc. Donc ça, ce sont les droits et les obligations qui sont liés à votre condition de personne. Vous avez une autre sorte de personnes, les personnes morales. Alors, les personnes morales, ce sont les sociétés, les associations, les entreprises, etc., qui ont la nature de personnes morales, qui sont également titulaires de droits et d'obligations, qui leur permettent d'agir dans la vie juridique. Alors, tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que l'idée de la résolution était de donner à une machine cette personnalité juridique. Alors, pourquoi on en est venu à affirmer cela? Alors, parce que pour les rédacteurs de la résolution, l'idée était la suivante, c'était qu'on était tellement avancé en robotique et en intelligence artificielle qu'on était incapable à court ou moyen terme de réussir à déterminer qui pourrait être le responsable en cas d'accident du robot d'intelligence artificielle. Donc, pour eux, à partir du moment où il y aurait un accident, eh bien, on ne saurait pas qui est le responsable. Alors aujourd'hui, comment ça marche en droit? Quand vous avez, par exemple, un accident avec une machine, avec, par exemple, votre robot aspirateur, c'est très simple. Vous avez, grosso modo, deux sortes de responsabilités. Vous avez, premièrement, première possibilité, eh bien, si votre robot aspirateur vous a aspiré le chat et l'a tué, par exemple, puisqu'on parlait de chat, eh bien, dans cette hypothèse, on peut imaginer qu'il y aurait peut-être un défaut de la machine qui n'aurait pas reconnu l'animal, qui aurait pris pour un très gros tas de poussière. Dans cette hypothèse, évidemment, c'est la responsabilité du fabricant pour un défaut du produit. Mais si jamais le robot fonctionne absolument normalement, ou une machine en général, eh bien, on peut imaginer que ça peut être l'utilisateur, au final, qui, lui, l'utilise d'une manière non satisfaisante. Par exemple, imaginons un robot tondeuse et l'enfant de la maison, par exemple, s'amuse en voyant le chat du voisin traverser son jardin, à aller, par exemple, télécommander son robot tondeuse ou alors télécommander son drone pour aller donner des coups sur l'animal. Donc on voit bien les deux sortes de responsabilités. Évidemment, dans la deuxième hypothèse, c'est la responsabilité de l'utilisateur. Eh bien, notre résolution, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, eh bien, on n'arrivera plus à appliquer ces deux régimes. Avec l'évolution de la robotique et de l'intelligence artificielle, on sera complètement incapable de savoir qui a décidé de l'action du robot, puisque nous aurons affaire à des robots autonomes et auto-apprenants. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, les robots autonomes ne sont pas si autonomes que ça. Disons que l'exemple du robot aspirateur, peut-être du robot tondeuse, voilà, pour le moment, au niveau d'autonomie, on en est à peu près là. Vous avez la voiture autonome, mais il faut savoir que pour le moment, il y a toujours un passager, un conducteur à bord, donc on va mettre un peu ce cas à part, mais en tout cas, le niveau d'autonomie est assez faible. Et au niveau d'auto-apprentissage, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Eh bien, c'est une machine qui est capable d'apprendre. D'apprendre sur Internet, d'apprendre d'autres machines, d'apprendre de ses propres erreurs, d'apprendre des humains qui sont autour d'elle. Donc ça, c'est l'auto-apprentissage. Eh bien, pour la résolution, ces situations d'autonomie et d'auto-apprentissage faisaient qu'on ne pourrait plus déterminer. Alors, évidemment, pour la résolution, la solution était de peut-être, ce n'est pas une affirmation, c'est une proposition, de créer cette fameuse personnalité juridique. Ce à quoi je m'oppose, puisqu'il y a un certain nombre de problèmes avec cette personnalité juridique. Premier problème, la résolution n'a jamais expliqué clairement quelle sorte de personne juridique elle voulait adopter. Est-ce que c'était une personnalité sur le modèle des personnes physiques? Ça veut dire que si vous avez un robot qui est calqué sur les personnes physiques, donc sur vous et moi,
Ça veut dire que vous serez amené à attribuer des droits et des obligations à votre robot. Ça veut dire que vous serez obligé de respecter sa dignité. Vous serez obligé de respecter son intégrité. Vous serez obligé de respecter un certain nombre de choses qui sont applicables aux humains. Donc vous serez obligé de lui donner des valeurs humaines, ce qui est complètement incongru et inimaginable. Les auteurs de la résolution s'en défendent, mais quand même, je suis allée fouiner dans le rapport qui précédait cette résolution, et on parlait quand même d'attribuer une rémunération au robot. C'est donc qu'on envisageait quand même quelque part cette idée que le robot puisse être une personne physique, puisqu'on ne rémunère pas n'importe quoi. C'est vraiment une idée qu'on a une personne physique derrière. Deuxième idée, soit on calque cette personnalité juridique sur la personne morale, comme une société. Ça serait tout à fait envisageable. Ça serait une solution qui serait opportune, pourquoi pas, sauf que non. Pourquoi non? Parce que dans la résolution, on vous dit, à un moment donné, eh bien regardez, nos robots sont tellement évolués que ce ne sont plus des outils. C'est devenu, c'est pas dit exactement comme ça, mais il faut lire entre les lignes, ils sont devenus des acteurs juridiques. Alors moi, en tant que juriste, j'ai fait un bond, mais comment un robot, comme un robot aspirateur, peut être devenu un acteur juridique? Donc évidemment, c'est aujourd'hui en l'état des technologies complètement impossible et inenvisageable, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 20 ans, peut-être jamais. En tous les cas, à l'heure actuelle, c'est inenvisageable. Par conséquent, évidemment, on ne peut pas affirmer que l'on peut calquer le modèle de la personnalité juridique sur le modèle des personnes morales, puisque dans les personnes morales, les sociétés, les entreprises, etc., vous avez toujours des humains qui commandent la personne morale. Or ici, l'exemple serait faux avec les robots, puisque le robot devrait se commander lui-même, ce qu'il ne saurait faire, puisqu'il n'est pas techniquement assez évolué pour pouvoir s'autodiriger et, par exemple, juger à un moment où il pourrait agir devant le juge en cas d'atteinte, par exemple. Donc ça, c'est pas du tout envisageable. Tu as dit très rapidement, parce que je vois que ça s'allume en rouge, donc ça doit vouloir dire qu'il faut qu'on se dépêche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une volonté d'exonération du fabricant dans ce type de résolution? C'est quoi Alors, c'est très compliqué. Oui, moi, c'était les premières pensées qui m'étaient venues. Pourquoi créer une personnalité juridique? Eh bien, le premier effet de la personnalité juridique, c'est que vous êtes responsable. Vous avez des droits et des obligations. Donc, vous commettez un dommage, vous êtes responsable pour votre dommage. Si on décale ça sur le robot, évidemment, eh bien, il va être responsable en cas de dommage. Et c'était ça l'idée un petit peu de la résolution. Sauf que c'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple parce que vous avez un nombre de règles qui s'appliquent derrière, notamment la responsabilité des fabricants, qui fait qu'en réalité, on risquerait d'aller vers une déresponsabilisation des fabricants en adoptant la personnalité juridique des robots. Alors les fabricants français et les représentants de fabricants français m'affirment qu'ils n'ont jamais réclamé ça. Et là, j'en arrive à la lettre ouverte dont je n'ai pas parlé du tout. Donc effectivement, cette lettre ouverte que j'ai initiée à la suite donc, de la parution de cette résolution, eh bien, cette lettre ouverte était là pour... donc ça s'appelle la lettre ouverte à la Commission européenne en robotique et en intelligence artificielle, qui a été signée par plus de 250 chercheurs en intelligence artificielle, en droit, en robotique, dans tous les secteurs, et même par les représentants des fabricants et par les fabricants. Donc les fabricants eux-mêmes disent « Nous, on n'a pas envie d'être déresponsabilisés. On ne veut pas de la personnalité juridique. Et on n'a jamais demandé à être déresponsabilisés. » Finalement, les fabricants ne demandent qu'à appliquer le droit actuel. Et moi, j'affirme et je réaffirme ici que le droit actuel en robotique et en intelligence artificielle est applicable en l'état à 99%, mis à part la voiture autonome. Mais mettons... L'idée ici suivante, c'est que les véhicules automobiles ont toujours fait l'objet de législation dérogatoire. C'est pour cette raison qu'en matière de voiture, vous avez des règles différentes qui s'appliquent, des législations différentes qui s'appliquent. Donc, on ne doit pas mélanger la voiture autonome avec les autres sortes de robots, de sorte que le droit actuel s'applique aujourd'hui parfaitement en robotique, en intelligence artificielle. Il n'y a pas de vide juridique, ou alors juste des petites questions en suspens, mais il n'y a pas de vide juridique. Alors, moi, je vois un intérêt quand même, transition subtile, c'est qu'en matière de création artistique, aujourd'hui, l'intelligence artificielle ne permet pas de revendiquer le moindre droit d'auteur. Alors ça, c'est effectivement une très très bonne question. Alors, vous avez la problématique
des créations artistiques, donc tout ce qui concerne l'art, la littérature, etc. Donc la question s'est posée de savoir, est-ce que si une machine, une intelligence artificielle par exemple, crée une œuvre d'art, est-ce qu'elle aurait des droits sur cette œuvre d'art? Alors en réalité, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer une première chose qui se fait déjà depuis des dizaines d'années, c'est la création artistique qui est accompagnée par un ordinateur, et ici on va étendre, accompagnée par une intelligence artificielle. Ça existe déjà, en tout cas pour l'ordinateur, depuis très longtemps, et la loi vous répond très clairement qu'à partir du moment où vous avez l'homme qui reste dans la boucle en matière de création artistique, même si la machine se charge de 90% du travail, eh bien, on considère que c'est l'homme qui est titulaire des droits de propriété intellectuelle. Reste la question, que se passe-t-il si jamais vous avez affaire à une intelligence artificielle qui créerait à 100% un tableau, une œuvre d'art, un morceau de musique? Est-ce qu'on pourrait considérer que l'intelligence artificielle serait titulaire de droits de propriété intellectuelle? Alors la question est plus difficile, mais je vais vous dire une chose, c'est qu'en droit français, on met l'accent sur la personne physique. C'est-à-dire qu'en droit des créations artistiques, ce qui compte, c'est l'auteur. Et ce qui compte derrière l'auteur, c'est l'humain. Donc on regarde si l'humain a créé quelque chose. D'ailleurs, il y a un mot qui revient souvent en jurisprudence, on regarde finalement si vous avez une création personnelle de l'auteur. Et effectivement, une machine ne peut pas avoir de création personnelle parce que ce n'est pas une personne. Par conséquent, même lorsque c'est une machine qui conçoit une œuvre, cette œuvre, bien sûr, est attribuable à un humain qui l'aura programmée, etc. Donc, dans cette hypothèse, quand vous confiez la création à 100% à une machine, surtout, contractuellement, prévoyez avant pour savoir exactement qui doit être titulaire du droit de propriété intellectuelle. C'est quand même assez important. Vous parliez de la France, mais aujourd'hui, il y a une jurisprudence américaine qui est très claire. Vous pouvez regarder sur vos téléphones, vous cherchez Naruto, singe Naruto et droit d'auteur, vous verrez de magnifiques photos de singes qui ont été prises par le singe lui-même, qui ont fait l'objet de grands débats et d'un procès, ou de plusieurs procès d'ailleurs, pour en conclure que finalement, le singe s'étant pris en photo lui-même, il n'y avait pas de droit d'auteur derrière, puisque le singe n'a pas de... Il n'y a pas d'empreinte de la personnalité de l'auteur. Sachant qu'aux États-Unis, la PETA, donc c'est l'organisme, la SPA à l'américaine, la PETA voulait attribuer des droits d'auteur au singe qui s'était pris en photo lui-même. Sachant que, également, pour compléter l'histoire, et c'est important, c'était le photographe qui avait réglé lui-même son appareil, et pendant qu'il s'était absenté quelques instants, le singe en avait profité pour lui voler l'appareil et faire un magnifique selfie. Et la justice américaine a tranché il y a quelques jours, sachant que les parties, donc la PETA et le photographe, avaient décidé entre eux, après, ça faisait quand même des années que ça durait cette histoire, hein, donc avaient décidé entre eux de finalement s'arranger à l'amiable, puisque si j'ai bonne mémoire, c'est 25%, le photographe accordait 25% à PETA qui serait redistribué pour profiter aux singes. Eh bien, la justice américaine a tenu absolument à rendre une décision de justice pour faire jurisprudence, parce qu'aux États-Unis on fonctionne par jurisprudence. Eh bien, la justice américaine a tranché à peu de temps en disant que le singe n'était pas titulaire de droit d'auteur. Donc ce n'était pas un auteur, pas de création artistique pour le singe. C'est bien le photographe qui a créé cette œuvre. Donc aujourd'hui, tout ce qui est création artistique, notamment musique, il y a un certain nombre d'outils qui permettent de générer de la musique par intelligence artificielle est complètement libre de droit, par nature. Alors, c'est libre de droit par nature, pas tout à fait. C'est quand même attribuable par essence quand même à l'humain, puisque vous aurez toujours quelqu'un qui aura réglé la machine pour concevoir, quelqu'un qui aura fourni les données, quelqu'un qui aura nourri l'algorithme, etc. Donc quand vous avez quand même une participation humaine, on ne peut pas dire que c'est libre de droit. Moi, je considérais qu'il y a quand même un humain dans la boucle. Il va falloir faire la part des choses entre les deux, quoi. Je voudrais revenir sur la technique, David, et rester sur la question de propriété industrielle et vous montrer quelques graphiques que je vous ai déjà montrés, mais que je ferai partager à tout le monde. C'est l'inventaire des brevets en intelligence artificielle tels que notre service de recherche a pu les évaluer sur la base de certains mots-clés évidemment, mais plutôt techniques, de façon à nettoyer un petit peu cette recherche de tous les termes d'intelligence artificielle qui sont affichés dans les descriptions et qui n'en sont pas vraiment.
On constate en fait que, évidemment, les États-Unis sont très en avance en matière de dépôt de brevets, suivis par la Chine et l'Asie. L'Asie en général, Japon et Corée du Sud. Ça, c'est une cartographie que nos services recherche a fait avec un certain nombre de thématiques et le positionnement de ces différents brevets américains, chinois et européens sur des thématiques, qu'elles soient techniques ou qu'elles soient d'usage. Donc on voit que la Chine est très fortement positionnée sur la reconnaissance d'image et également un petit peu sur les réseaux sociaux, ce qui est quand même très en phase avec la politique de suivi de sa population dont on peut entendre parler. Et qu'au niveau européen, on est un petit peu plus absent, évidemment, vu le nombre, et plutôt positionné sur la technique, notamment réseau de neurones, et un petit peu industrie, qui est plutôt du business to business, et qui revient quand même à ce que vous évoquiez, d'ailleurs, David. Assez cohérent, heureusement. Et dernier point, finalement, quand on regarde le top des 20 plus gros déposants dans le monde, eh ben, on retrouve un Européen seulement, Siemens, qui est plutôt positionné sur la santé. Et donc, où sont les Européens aujourd'hui en matière d'intelligence artificielle? Question un peu délicate, mais néanmoins. Bon, d'abord, je pense qu'il y a un certain nombre de choses à relativiser aussi dans les résultats et les observations. Quand on regarde un peu plus finement, par exemple, dans les dépôts chinois de brevets aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vérifié, mais comme nous, on a aussi fait une étude comparable. Ce sont des brevets qui sont déposés et pas nécessairement accordés. Hein. Alors, je dirais que 99% des brevets actuellement déposés chinois, enfin sont déposés, ne sont pas accordés. Effectivement, voilà. Ils ont moins de 3 ans. Voilà. Et on est sur une très très grosse proportion de brevets. Voilà. Mais en revanche, on est vraiment sur des brevets et pas sur des certificats d'utilité. Absolument, tout à fait. Mais c'est des brevets qui sont déposés, qui ne sont pas accordés, donc c'est difficile d'y accorder une véritable valeur. La deuxième chose, c'est que, par exemple, pour les États-Unis et pour la Chine, c'est des brevets aussi qui valent en Chine, donc ce n'est pas nécessairement des brevets qui pavent aussi la propriété intellectuelle pour le reste du monde. Donc ça, c'est des éléments d'observation qui permettent de relativiser aussi les résultats. Néanmoins, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, je pense qu'en Europe, la prise de conscience sur l'intérêt de la propriété intellectuelle sur le domaine du logiciel et plus particulièrement de l'intelligence artificielle, j'allais dire, elle a un peu de retard à l'allumage d'une certaine façon. Et ça, je veux dire, il faut le reconnaître. Là, on est un peu dans cette situation-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'inventivité, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de créativité, mais tout simplement, je pense que le dépôt même, l'idée même de déposer des algorithmes, de déposer des logiciels, c'est culturellement, c'est pas quelque chose qui est encore acquise aujourd'hui. Et je sais qu'on est obligé, je veux dire, dans nos entreprises diverses et variées, d'avoir des véritables campagnes pour dire attention, maintenant il faut y aller. Vous savez, ok, on invente, on crée pas mal de choses, mais il faut penser quand même à la propriété intellectuelle et au dépôt de brevets, à la protection dans ces domaines-là, parce que regardez qu'est-ce qui est en train de se passer dans le reste du monde, parce qu'effectivement, si les brevets sont étendus dans les domaines, dans les régions dans lesquelles on a un business, oui, il y a certains qui peuvent devenir potentiellement bloquants. L'autre point, c'est aussi la généricité des dépôts. On n'a pas pris non plus conscience que lorsqu'on dépose un brevet sur une invention, il faut peut-être veiller aussi à ce que le brevet soit le plus couvrant possible, le plus générique, et non pas rester sur des choses très spécifiques. Alors la réponse à votre question, c'est qu'effectivement, là, on observe un vrai retard au démarrage là, du pavage du terrain par la propriété intellectuelle, mais je pense qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui qui est assez forte. J'interagis aussi avec d'autres collègues, d'autres industries en France en particulier, qui vivent un peu le même phénomène et qui disent effectivement il faut qu'on y aille. Maintenant, enfin, cela dit, je pense que force est de constater que dans des domaines d'application que sont les domaines des GAFA, aujourd'hui, j'allais dire, je pense qu'on peut devenir compétitif, que l'Europe peut devenir compétitive, mais il y a pas mal de places qui sont déjà prises d'une certaine façon. Donc, je veux dire, si on arrive à
à être comme on dit aujourd'hui, des véritables fast followers, donc des gens des acteurs qui arrivent à suivre réellement le mouvement et faire en sorte qu'on reste positionné, je pense que ça, c'est une très bonne chose. Mais sur l'autre business qui est celui vers les entreprises elles-mêmes, le B2B, comme on appelle ça, donc le business to business, versus le B2C, qui est le business to customer, donc qui est celui des applications à l'utilisateur final. Donc sur le domaine du B2B, et en particulier celui des systèmes critiques que j'évoquais tout à l'heure, nous avons une véritable opportunité aujourd'hui d'un leadership mondial, ça c'est sûr. Et ce que j'appelais tout à l'heure de l'intelligence artificielle de confiance, aujourd'hui, je pense que lorsque je regarde un peu l'environnement, je me dis que là, on a une position réelle, nous avons le potentiel, nous avons les talents pour faire ça, nous avons même une certaine avance de réflexion et de réalité technologique sur ces sujets. La France et l'Europe ont la capacité à devenir des producteurs d'intelligence artificielle dans ces domaines et pas seulement des consommateurs. Et il y va même d'une certaine souveraineté française et européenne de veiller à ce que ce positionnement passe du potentiel au réel, en fait. Le chrono touche à sa fin. Il y a encore plein de choses à dire, je suis désolé. Vous allez repartir frustré de votre long voyage en plus. Je voudrais conclure en évoquant le fait que vous pouvez venir nous voir déjà sur notre stand pour parler des différents sujets. Je ne sais pas si, David, si vous restez encore un petit peu avant de reprendre votre train, vous pourrez toujours venir discuter avec David et Nathalie sur notre stand. Demain, Fabrice Vier animera un atelier sur la blockchain. Venez nombreux. Et demain, toute la journée, nous avons un examinateur brevet spécialisé en technologie de l'information qui pourra vous éclairer sur la brevetabilité, y compris de l'intelligence artificielle. Et puis, vous avez vu, nous accueillons plusieurs startups sur ces 3 jours, SafeSync aujourd'hui. N'hésitez pas à venir les voir. Voilà. Merci beaucoup pour votre déplacement et pour toutes vos connaissances. Et puis, je vais rendre le micro.